Cette petite souris robot peut terminer ce labyrinthe en seulement 6 secondes. Des personnes du monde entier participent annuellement à la plus ancienne course de robotique. Le but est simple, atteindre la fin du labyrinthe le plus vite possible. La personne qui est arrivée en deuxième a perdu de 20 millisecondes. Mais la concurrence est devenue féroce. Lorsqu'on a vu mon design, on m'a dit que j'étais fou. Pourquoi y a-t-il tant de tension? Qu'est-ce qui en dépend? L'honneur? L'honneur. En 1952, le mathématicien Claude Shannon a construit une souris électronique nommée Theseus, qui pouvait résoudre un labyrinthe. L'astuce pour rendre la souris intelligente était cachée dans un ordinateur intégré au labyrinthe lui-même, composé de commutateurs de relais téléphoniques. La souris était essentiellement un aimant sur roue, suivant un électro-aimant contrôlé par la position des commutateurs de relais. Elle explore maintenant le labyrinthe, en utilisant une stratégie plutôt complexe d'essais et d'erreurs. Lorsqu'elle trouve le bon chemin, elle enregistre l'information dans sa mémoire. Plus tard, je peux la déposer dans n'importe quelle partie du labyrinthe qu'elle a déjà explorée. Elle sera capable d'aller droit à l'objectif sans faire de fausses manœuvres. Theseus est souvent cité comme l'un des premiers exemples d'apprentissage automatique. Un directeur chez Google a récemment déclaré que cela avait inspiré tout le domaine de l'intelligence artificielle. 25 ans plus tard, les rédacteurs de l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens ont entendu parler d'un concours pour les souris électroniques ou le mouse électronique comme ils l'avaient entendu. Ils étaient extatiques. Étaient-ce les successeurs de Theseus? Mais quelque chose s'était perdu dans la traduction. Ces souris n'étaient que des piles dans des boîtiers, pas des robots capables de comportements intelligents. Mais l'incompréhension est restée avec eux et ils se demandaient pourquoi ne pourrions-nous pas organiser cette compétition nous-mêmes? En 1977, l'annonce du concours incroyable de labyrinthe de microsouris de l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens a attiré plus de 6000 participants. Mais le nombre de concurrents à succès a rapidement diminué. En 1979, 15 participants se sont qualifiés pour les finales. Mais à ce stade, le concours avait suffisamment intéressé le public pour être diffusé nationalement au journal du soir. Et tout comme la rumeur qui a inspiré la compétition, Micromoose a commencé à se répandre à travers le monde. Micromoose est à prendre. Micromoose, c'est ici et maintenant. Tente ta chance et commence à créer. Micromouse. Allez-vous devenir enseignant? J'ai participé à ce tournoi l'année dernière, le All Japan Micromoose Competition. Dans ce cadre, j'ai gagné dans la catégorie demi-format. Cette année, je tenterai de surpasser les robots que j'ai créés et améliorer l'an passé. Même les personnes dans le top 2 ou 3, on peut les voir essayer de préparer leur souris et ils ont à peine le temps de trouver les boutons à presser parce que c'est absolument stressant. Ça pourrait être des courses de chevaux, ça pourrait être des courses de voitures, ça pourrait être des courses de souris. Si vous avez un côté compétitif, vous voulez gagner, non? Tout comme une vraie souris, une Micromoose doit être totalement autonome. Pas de connexion Internet, pas de Global Positioning System ou de télécommande, et pas de poussée pour l'aider à se dégager. Elle doit contenir tous ses calculs, moteurs, capteurs et alimentation, dans un cadre qui ne dépasse pas 25 cm de long ou de large. Il n'y a pas de limite sur la hauteur de la souris, mais les règles n'autorisent pas l'escalade, le vol ou toute forme de combustion. Donc par exemple, la propulsion par fusée est hors de question.
Le labyrinthe lui-même est un carré d'environ 3 mètres de chaque côté, subdivisé par des murs en couloir de seulement 18 cm de large, et en 2009, la catégorie micromousse de demi-taille a été introduite avec des souris de moins de 12 cm et demi par côté et des chemins de seulement 9 cm de large. La disposition finale du labyrinthe n'est révélée qu'au début de chaque compétition, après quoi il n'est pas permis aux concurrents de modifier le code de leur souris. Les 3 grandes compétitions, All Japan, Taïwan et la coopération économique pour l'Asie-Pacifique des États-Unis, limitent généralement le temps que les souris passent dans le labyrinthe à 7 ou 10 minutes et les souris n'ont droit qu'à 5 courses du départ à l'arrivée. Donc si vous passez beaucoup de temps à chercher, c'est une pénalité. Donc, la stratégie pour la plupart des microsouris est de passer leur première course à apprendre soigneusement le labyrinthe et à chercher le meilleur chemin vers l'objectif sans perdre trop de temps, puis ils utilisent leurs essais restants pour sprinter sur ce chemin pour le temps de course le plus rapide possible. Résoudre un labyrinthe peut sembler assez simple, bien qu'il soit important de se rappeler qu'avec seulement quelques capteurs infrarouges pour les yeux, la vue de l'intérieur du labyrinthe est beaucoup moins claire que ce que nous voyons de dessus. Pourtant, vous pouvez résoudre un labyrinthe les yeux fermés. Si vous mettez simplement une main le long d'un mur, vous atteindrez finalement la fin de la plupart des labyrinthes courants. Et c'est exactement ce que certains des premiers concurrents de Micromoose ont également réalisé. Et après qu'une souris simple suivant les murs a remporté l'or lors des premières finales, l'objectif du labyrinthe a été éloigné des bords et des murs indépendants ont été ajoutés, ce qui laisserait une souris simple suivant les murs chercher indéfiniment. Votre prochain réflexe pourrait être d'explorer le labyrinthe en notant chaque embranchement rencontré. À chaque impasse ou boucle, revenez à la dernière intersection et essayez un autre chemin. Si votre dernier virage à gauche n'a pas fonctionné, vous retourneriez à l'intersection et prendriez à droite. Cette stratégie peut être comparée à celle d'une souris obstinée qui s'enfonce au plus profond d'un labyrinthe et ne fait demi-tour que lorsqu'elle ne peut plus avancer. Cette stratégie, appelée recherche en profondeur en premier, permettra à la souris d'atteindre l'objectif. Le problème est que ce n'est peut-être pas l'itinéraire le plus court, car la souris ne fait demi-tour que lorsqu'elle en a besoin, elle a donc peut-être manqué un raccourci qu'elle n'a jamais essayé. L'algorithme de recherche d'abord en largeur, similaire à celui-ci, trouverait le chemin le plus court. Avec cette stratégie, la souris parcourt une branche d'une intersection jusqu'à ce qu'elle atteigne la suivante, puis elle revient pour vérifier le chemin qu'elle a sauté avant de passer à la prochaine couche d'intersection. Ainsi, la souris vérifie chaque option qu'elle atteint, mais tous ses retours en arrière signifient qu'elle réexécute des chemins des dizaines de fois. À ce stade, même explorer tout le labyrinthe est souvent plus rapide. Alors pourquoi ne pas simplement faire cela? Une souris méticuleuse pourrait fouiller les 256 cellules du labyrinthe, testant chaque virage et chaque coin pour s'assurer qu'elle a bien trouvé le chemin le plus court. Mais une recherche aussi approfondie n'est pas non plus nécessaire. En revanche, la stratégie de Micromoose la plus populaire diffère de ces techniques. C'est un algorithme de recherche appelé remplissage par diffusion. Le plan de cette souris est d'effectuer des trajets optimistes dans le labyrinthe. Tellement optimistes qu'à leur premier voyage, leur carte du labyrinthe n'a aucun mur. Elles dessinent simplement le chemin le plus court vers le but et y vont. Lorsque leur plan optimiste heurte inévitablement un mur qui n'était pas sur leur carte, elles le marquent simplement et mettent à jour leur nouveau chemin le plus court vers le but. Courir, mettre à jour, toujours filer droit vers le but. Sous le capot de l'algorithme, ce que le Micromoose marque sur sa carte est la distance de chaque carré dans le labyrinthe jusqu'au but. Pour voyager de manière optimiste, la souris suit la piste des nombres décroissants jusqu'à 0. Chaque fois qu'elles heurtent un mur, elles mettent à jour les numéros sur leur carte pour refléter la nouvelle distance, la plus courte jusqu'au but. Cette stratégie de suivre le chemin numérique de moindre résistance donne son nom à l'algorithme de remplissage par diffusion. Le processus consiste à inonder le labyrinthe avec de l'eau et à mettre à jour les valeurs selon le flux. Lorsque la souris atteint l'objectif, elle peut lisser son chemin et obtenir une solution au labyrinthe. Cependant, elle peut imaginer un chemin inexploré encore plus court.
Bien que cet algorithme ne garantisse pas de trouver le meilleur chemin dès le premier passage, il tire parti du fait que les micro-souris doivent retourner au départ pour leur prochaine course. Ainsi, la souris peut utiliser le voyage de retour pour chercher également le labyrinthe. Entre ces deux tentatives, toutes deux optimisées pour trouver le chemin le plus court du début à la fin, il est extrêmement probable que la souris le découvrira, et la souris l'aura fait efficacement, laissant souvent des zones non pertinentes du labyrinthe totalement intactes. Ce remplissage offre à la fois une manière intelligente et pratique pour les micro-souris de trouver le chemin le plus court à travers le labyrinthe. Une fois la stratégie pour trouver le chemin le plus court établie et les microcontrôleurs et capteurs nécessaires devenus courants, certains ont pensé que Micromouse avait fait son temps. Selon un article de l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens à la fin des années 80, le concours Micromouse avait atteint son apogée. Le problème était résolu et ne présentait plus de nouveaux défis. Lors de l'All Japan Micromouse en 2017, les souris médaillées de bronze et d'argent ont trouvé le chemin optimal vers l'objectif, le parcourant ensuite en seulement 7,4 secondes. Mais la souris gagnante de Utsunomiya Masakazu, Red Comet, a fait quelque chose de complètement différent. C'est le chemin le plus court vers l'objectif, celui que tout le monde a pris. C'est le chemin qu'a pris Red Comet. Il est plus long de 5 mètres et demi. C'est parce que les micro-mousses ne cherchent pas réellement le chemin le plus court, elles cherchent le chemin le plus rapide. L'algorithme de recherche de Red Comet a déterminé que ce chemin avait moins de virages pour le ralentir. Même si le chemin était plus long, il pourrait s'avérer plus rapide au final. Alors, il a pris ce risque. Il a gagné de 130 est une milliseconde. Lors des compétitions, les itinéraires différents sont devenus la norme. Atteindre l'objectif reste difficile, que ce soit en raison d'un algorithme mystérieux ou d'une particularité du labyrinthe physique. Le coin, c'est un peu comme un... Les micro-souris peuvent avoir un comportement inattendu. Pour une raison, ma souris a un bug qui fait qu'elle plante quand elle sauvegarde la route dans sa mémoire. Elle a fonctionné pendant 4 minutes, donc si elle avait bugué, ça m'aurait dévasté. Le problème de la micro-souris est loin d'être résolu, car ce n'est pas seulement un problème de logiciel ou de matériel. C'est les deux. C'est un problème de robotique. Red Comet n'a pas gagné grâce à un meilleur algorithme de recherche ou des moteurs plus rapides. Son ingéniosité provenait de l'interaction entre le cerveau et le corps de la souris. Résoudre le labyrinthe n'est pas le véritable problème, n'est-ce pas? Ce n'a jamais été le problème. Mais en réalité, il s'agit de navigation et d'aller vite. Chaque année, les robots deviennent plus compacts, véloces et légers. Il reste encore beaucoup d'innovations et il y a un petit groupe de passionnés au Japon occupés à construire des micro-mousses de la taille d'une pièce. Près de 50 ans plus tard, Micromouse est plus grand que jamais. La compétition a semblé résolue au premier coup d'œil. Le saut en hauteur est un sport olympique depuis 1896, avec des concurrents affinant leur saut en utilisant des variations comme le ciseau, le rouleau occidental et l'écartement au fil des décennies, avec des rendements décroissants. Mais une fois que le rembourrage en mousse est devenu standard en compétition, Dick Fosbury a réécrit le sport en 1968 en devenant le premier Olympien à sauter par-dessus la barre à l'envers. Maintenant, presque tous les sauteurs en hauteur font ce qu'on appelle le Fosbury Flop. Si Micromouse s'était effectivement arrêté dans les années 80, la compétition aurait manqué ses propres Fosbury Flops, deux innovations qui ont complètement changé la façon dont les Micromouse fonctionnaient. Beaucoup de choses peuvent changer dans un sport où les concurrents peuvent souder toute amélioration imaginable. Le premier Fosbury Flop a été l'une des premières innovations de Micromouse et n'avait rien à voir avec la technologie. C'était juste une manière de penser différemment, de sortir des sentiers battus. Les souris tournaient habituellement les coins ainsi.
Mais tout a changé avec la souris MITI 3. MITI Mouse 3 a donc utilisé les diagonales pour la première fois. Cela s'est révélé être une bien meilleure idée que prévu. Les concepteurs de labyrinthes intègrent maintenant souvent des diagonales pour rendre l'expérience plus intéressante. Donc vous pourriez finir avec un labyrinthe où cela ne se produit jamais, mais la plupart du temps, c'est en fait un avantage. Pour réussir les diagonales, le châssis de la souris a dû être réduit à moins de 11 cm de large ou seulement 5 cm pour une micro-mousse de demi-taille. Les capteurs et le logiciel de la souris ont aussi été modifiés. Lorsque vous courez entre des murs parallèles, vous maintenez une distance égale entre vos lectures infrarouges gauche et droite. Mais une diagonale nécessite un tout nouvel algorithme qui guide essentiellement la souris comme si elle avait des œillères. Normalement, si vous longez le côté d'un mur ou quelque chose comme ça, la plupart du temps, vous pouvez voir le mur tout le temps. Et donc cela vous aide à vous guider et vous savez quand vous vous écartez. Mais dans la situation en diagonale, vous voyez juste ces murs venir vers vous. Et si vous déviez même un tout petit peu de votre trajectoire, accrocher un coin est beaucoup moins indulgent que de glisser contre un mur. Les diagonales restent l'une des plus grandes sources d'accidents dans les compétitions aujourd'hui. Mais en échange, un chemin sinueux de virage se transforme en une seule ligne droite étroite. De nos jours, presque chaque micro-mousse compétitive est conçue pour prendre ce risque. Couper en diagonale a ouvert la voie à encore plus d'idées. À la même période, les souris utilisaient des techniques comparables pour tourner. Au lieu de s'arrêter et de pivoter à travers 2 virages à droite, une souris pouvait balayer en un seul mouvement de demi-tour. L'ajout des diagonales a fait augmenter exponentiellement le nombre total de virages possibles. Le labyrinthe n'était plus seulement un réseau de couloirs carrés. Avec tant d'options supplémentaires à considérer, déterminer le meilleur chemin est devenu plus complexe que jamais. Mais la récompense était spectaculaire. Ce qui était une série d'arrêts et de départs est maintenant un mouvement fluide et sinueux. La façon dont les micro-mouses imaginaient et naviguaient dans le labyrinthe avait été totalement transformée. La technologie disponible était améliorée au fil du temps. Les bras grands et maladroits qui étaient utilisés pour trouver des murs ont été remplacés par un petit ensemble de capteurs infrarouges à bord de la souris. Les moteurs pas à pas précis ont été remplacés par des moteurs à courant continu avec encodeur. Les moteurs à courant continu offrent plus de puissance pour moins de taille et de poids, ce qui nous intéressait. Vous devez avoir un cerveau avec un retour sur le moteur pour le contrôler correctement. Les gyroscopes ont ajouté un sens supplémentaire d'orientation. C'est comme une boussole si vous aviez cette chose avec vous. Ils sont apparus à cause des téléphones mobiles en réalité. Donc la technologie fournit aux gens des choses qui n'étaient pas là avant. Toute la rotation est basée sur le gyro plutôt que de compter les impulsions des roues, parce que c'est beaucoup plus fiable. Malgré les améliorations mécaniques, le principal problème physique des micro-mouses est resté sans solution pendant des décennies. La chose que vous verrez presque avec chaque concurrent est un rouleau de ruban adhésif. Quand on sait quoi chercher, on le voit partout. Ce ruban n'est pas pour les réparations ou pour rattacher les pièces tombées, il sert à rassembler les particules de poussière sur les roues entre les tours. À la vitesse et à la précision à laquelle ces robots fonctionnent, ce minuscule changement de friction suffit à ruiner une course. Pour prendre un virage rapidement en conduisant, la force centripète est nécessaire pour vous accélérer dans le virage. Plus vous vous déplacez vite, plus vous avez besoin de force pour rester sur la piste. La seule force centripète pour une voiture qui tourne sur un terrain plat est la friction, qui est déterminée par 2 choses. La route qui soutient le poids de la voiture ou la force normale multipliée par le coefficient de frottement statique qui est le frottement de l'interface entre le pneu et la surface de la route. C'est pourquoi les circuits ont des virages inclinés. Les angles prononcés aident les voitures à tourner avec moins de frottement, car une partie de la force normale elle-même pointe maintenant vers l'intérieur pour contribuer à la force centripète requise. Avec un virage incliné suffisamment prononcé, les voitures peuvent effectuer le virage sans aucun frottement. La force normale interne fournit à elle seule la force centripète nécessaire pour rester sur la trajectoire. Les micro-mouses ne sont pas différentes et elles n'ont pas de virage incliné pour aider. Au début des années 2000, alors qu'elles devenaient de plus en plus rapides, leur facteur limitant n'était plus la vitesse, mais le contrôle de cette vitesse.
Elles devaient abaisser leur centre de gravité et ralentir pendant les virages pour éviter de glisser contre un mur ou de se renverser. Mais contrairement aux voitures de course, rien dans les règles n'empêchait les concurrents de Micromoose de résoudre ce problème en concevant un tout nouveau mécanisme. Le deuxième flop Fosbury de Micromouse a failli être vu comme un gadget quand la souris Momoko 08 l'a utilisé en compétition pour la première fois. Vous pourriez fixer la vidéo pour tenter de la voir, en vain. Ça, c'est plutôt quelque chose que vous entendrez. Ce n'est pas la souris qui vrombit, c'est une hélice qui se met à tourner. Et bien que survoler les murs soit contre les règles, il n'y a rien dans les règles qui interdisent à une souris de se ventouser au sol pour éviter de glisser. David Otten a été le premier à mettre un ventilateur sur une souris, mais il a utilisé un ventilateur canalisé, probablement pour créer une force de réaction en soufflant l'objet vers le bas. Elle avait une jupe autour, mais ce n'était pas terriblement efficace. Pardonnez-moi de dire cela. L'idée est de laisser entrer le moins d'air possible, et comme votre aspirateur, lorsque vous bloquez votre aspirateur, le moteur se décharge et accélère, donc le courant diminue, mais si vous laissez entrer trop d'air, le courant est très élevé. Et ce ne sont que des moteurs de quadricoptères et ils consomment beaucoup de courant. À l'échelle d'une Micromoose, un ventilateur à vide, souvent construit à partir de pièces de drone portatives, suffit pour générer une force descendante 5 fois supérieure au poids de la souris. Waouh, d'accord, c'est impressionnant. Combien pèse réellement la voiture? Environ 130 grammes. Et si vous écoutez, je ne sais pas si vous l'entendrez sur votre microphone, mais... Oh! Ouais. Vous pouvez entendre les moteurs ralentir, ça se charge. Avec autant de friction, les Micromoose d'aujourd'hui peuvent prendre des virages avec une accélération centripète approchant 6G. C'est la même chose que les voitures de F1. Avec l'adoption généralisée des ventilateurs, le contrôle supplémentaire a permis aux constructeurs d'augmenter la vitesse limite des Micromouse. Quand ça le permet, elle accélérera plus vite qu'une Tesla Roadster, mais pas sur une longue distance. Et elles peuvent filer à une vitesse allant jusqu'à 7 mètres par seconde, plus vite que la plupart des gens peuvent courir. Chaque fonctionnalité standard sur la Micromouse moderne a été une expérience, et le prochain échec de Fosbury pourrait être proche. La première Micromouse à 4 roues à remporter le concours All Japan l'a fait en 1988, mais il faudrait encore 22 ans pour que la souris gagnante grandisse et perde des appendices avant que les souris à 4 roues ne deviennent la norme. Avec des Micromouse qui expérimentent encore des designs à 6 et 8 roues, des mouvements omnidirectionnels et même une vision par ordinateur, qui sait quel sera le prochain changement de paradigme? Votre temps dans le labyrinthe ne commence réellement que lorsque vous quittez la case de départ. Elle n'est donc pas pénalisée pour tout ce temps. Mais pour débuter avec Micromoose, pas besoin de vous préoccuper du nombre de roues, des ventilateurs à vide ou même des diagonales. C'est à mon avis la combinaison parfaite des principales disciplines dont vous avez besoin pour la robotique et l'ingénierie, et de la programmation des systèmes embarqués, le tout regroupé en un seul paquet accessible que vous pouvez faire dans votre salon, et vous n'avez pas besoin d'un laboratoire pour le faire fonctionner. Vous venez parce que vous êtes curieux, et ensuite vous pensez que je pourrais faire ça. Ça n'a pas l'air si difficile, et ensuite vous êtes vraiment condamné. Si ça vous attire, ça se transforme en un sacré voyage. Au cœur, Micromoose. C'est juste une souris qui essaye de résoudre un labyrinthe. Dans le fond, Micromoose n'est rien d'autre qu'une souris qui essaie de résoudre un labyrinthe. Bien que près de 50 ans plus tard, c'est un problème simple qui rappelle qu'il n'y a pas de problème simple.